Alors nous invitons maintenant le professeur Kovačič à nous parler de la place de la radiofréquence et de la cryothérapie. Merci. Donc moi je fais exactement la même chose, seulement je mets une aiguille pour traiter les tumeurs et donc j'ai un traitement qui est aussi immunothérapique que la radiothérapie. Donc je vais vous présenter ça. Donc moi je vais vous parler des traitements percutanés des tumeurs qui sont en pleine explosion et des formes classiques de traitement pour le cancer du poumon que sont l'ablation radiofréquence et la cryothérapie. Il y en a d'autres. Des traitements qui reposent sur la thermoablation. Il y a les ultrasons focalisés de haute intensité qui sont aussi, et le micro-ondes, qui sont aussi deux techniques intéressantes et qui fonctionnent aussi. Et puis il y a d'autres techniques qui sont non thermiques comme l'électroporation qui sont arrêtées parce que de toute façon elles ne marchent pas très bien, en tout cas on ne sait pas bien les monitorer. Donc je vais vous parler des deux principales que sont le froid, la cryothérapie et l'ablation radiofréquence parce qu'on a un grand recul. Alors comment ça marche? Eh bien on élève, on va mettre une aiguille, je vais vous montrer des images dans la tumeur, une sorte de harpon. On va chauffer par ablation radiofréquence et ça va entraîner une mort cellulaire, dont un relargage des antigènes qui va permettre donc de potentialiser aussi l'immunothérapie et ça va un peu carboniser la tumeur, on la met un peu. Alors comment ça se passe? Vous voyez ici l'image du scanner. On fait un repérage, c'est comme pour une ponction thoracique, on met une aiguille qui est un petit peu plus grosse, ça va que les plus grosses en font 14 gauche, et on va déployer une forme dans le poumon. Il y a des formes différentes, mais ce qu'on utilise le plus sont ces aiguilles qui ont des formes de harpon et qui doivent être aussi grandes, même plus grandes, 1 cm de plus à peu près que la taille de la tumeur, donc c'est réservé aux petites tumeurs et on va brancher ça, vous voyez le patient, il est à la masse là, ici, il a un petit truc et puis on branche ça à un générateur et on va impulser pendant un certain temps ces ablations et quand on arrive à un moment où on a une impédance qui est atteinte, on arrête et la tumeur est considérée comme traitée. Alors je vous montre ici un exemple d'une patiente ici qui a un adénocarcinome non muté, un bilan d'extension négatif, une contre-indication à la chirurgie, elle a 78 ans pour des raisons de comorbidité et c'est une lésion, ça s'adresse aux lésions de moins de 3 cm pour laquelle on va pouvoir mettre l'aiguille, vous avez les clichés ici avec l'aiguille et le harpon qui est déployé, qui sort un petit peu. Ça dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure, un peu plus. Ça se fait sous anesthésie générale parce que de chauffer, ça brûle et ça fait mal. Il ne faut pas que le patient bouge. Et puis ça, c'est l'évolution. Le scanner de contrôle immédiatement après, vous voyez, c'est à peu près identique. Et à J2, on a ces remaniements parenchymateux que vous voyez qui sont liés à la nécrose de la lésion, qui augmente de taille. Et puis à 1 mois, et puis ici à 3 ans, voilà la cicatrice. Donc je voulais vous montrer ces images parce que c'est important de les voir. Et nous, radiologues, quand on va suivre ces patients, parce que si la personne n'est pas au courant, si on dit que sa lésion a augmenté, qu'elle s'est modifiée, alors que c'est un aspect de guérison. Quelles sont les indications? Ce sont les lésions de moins de 3 cm. Qui peuvent être le plus souvent des tumeurs secondaires, côlon, sein, rein, en alternative à la chirurgie ou en récidive, ou parfois parce que le patient il en a plusieurs des deux côtés, d'un côté, de l'autre, à droite, il a déjà été opéré, il récidive. Donc c'est un traitement, vous l'avez compris, dont le bénéfice c'est l'épargne tissulaire et parenchymateuse pulmonaire autour. Et puis certaines tumeurs primitives, des patients qui sont non opérables, le plus souvent pour des problèmes de fonction respiratoire, et ça peut parfois être associé à la radiothérapie. Il peut avoir une radiothérapie pour ces lésions. Donc l'intérêt, c'est la préservation du parenchyme pulmonaire. Donc ce sont des techniques qu'on va réserver souvent à des patients qui ont eu un antécédent de résection pulmonaire, qui récidivent ou qui font plusieurs métastases, des lésions souvent bilatérales, et des patients qui sont insuffisants respiratoires. Donc c'est une technique qui est peu invasive. Il n'y a pratiquement pas de mortalité liée à ça. La mortalité, elle est exceptionnelle. Elle est largement inférieure à 0,5%. Il faut avoir un souci, une grosse complication. Et sinon, il n'y en a pas.
La procédure en général, l'acte, il le fait sous anesthésie générale, ça prend moins de 2 heures. L'hospitalisation est de 48 heures. On fait un scanner de contrôle AJ2 et l'antibioprophylaxie systématique est discutée, pas forcément faite. Alors il y a des contre-indications pour l'ablation radiofréquence. On ne peut pas s'adresser à toutes les lésions, notamment quand on est près du hile, quand le médiastin est envahi, quand il y a des troubles de coagulation, parce qu'il faut faire une ponction avec une grosse aiguille, et en fonction de la localisation anatomique, il y a des zones où on n'aime pas bien aller, et en particulier il faut faire très attention aux nerfs phréniques, pas aller contre le cœur et le péricarde, parce qu'on peut avoir des lésions. Et la proximité hilaire et la proximité des gros vaisseaux est un problème, parce que le fait qu'il y ait un gros vaisseau qui passe, ça refroidit la tumeur, si vous voulez. Donc nous, on génère quelque chose pour la brûler, et comme ça la refroidit, on n'arrive jamais à les guérir, et puis c'est aussi un peu dangereux. Alors voici les lésions qu'on ne peut pas traiter. C'est cette lésion qui est contre l'aorte, par exemple, ou celle-là qui est contre le médiastin. Alors bien sûr, on est un peu MacGyver, on est astucieux. Vous voyez cette lésion qui était petite, on a pu quand même la traiter par ablation radiofréquence. Là, je vous mets l'image ici avec le harpon. On va tirer avec le harpon sur la lésion. Donc on l'écarte. Avec une deuxième aiguille, on va pouvoir ici créer soit un pneumothorax, voilà, soit injecter, on injecte de l'air, on crée un petit pneumothorax, et ce qui va nous permettre de traiter complètement cette lésion avec un contrôle précoce qui est toujours, vous voyez, il reste un peu le pneumothorax et l'image qui a augmenté, et puis un contrôle, vous voyez, on a un suivi de pratiquement 5 ans et une guérison complète. Voilà. Donc le suivi, c'est du scanner à 1 mois, 3, 6, 9 mois, 12 mois, et surtout le TEP scan, parce que vous avez vu ces images, il faut les connaître après traitement. La lésion ne disparaît pas complètement, mais par contre, en TEP scan, il n'y a plus de fixation. Alors, quels sont le devenir de ces lésions que vous allez voir donc sur les scanners? Eh bien, il y a plusieurs, ça peut évoluer vers la fibrose, comme ici, vous voyez, ces zones rétractiles, vers parfois des cavitations, ce qui nous inquiète toujours, on n'aime pas trop, mais c'est un mode de guérison souvent assez rapide. Cavitation avec des parois très fines, donc on n'est plus dans un contexte suspect, sous forme nodulaire ou bien sous forme d'atélectasie. Ici, vous voyez, on a une grande lésion qui a bien évolué. Alors, je vais vous parler maintenant de la cryothérapie. Alors, la cryothérapie, l'intérêt particulier, c'est que ça marche même pour les lésions qui sont sous-pleurales, parce que l'ablation radiofréquence, elle grille la plèvre, elle peut entraîner des pleuries, et ça, c'est un problème. Après, ça crée la morbidité. Et les lésions proches des vaisseaux, puisque là, on a du froid, on refroidit, même si on est à côté d'un vaisseau, on ne va pas avoir le refroidissement par les vaisseaux qui nous gênent. Et on peut adresser des lésions qui font plus de 3 cm, excusez-moi, pas 3 mm. On peut mettre plusieurs sondes en même temps, alors que l'ablation radiofréquence, il faut en mettre une, puis après on a un générateur, on met une deuxième sonde, donc c'est plus long. Ça permet de préserver l'architecture des tissus dessous, et puis surtout, on voit la progression de l'ablation. Nous, on dit qu'on voit le glaçon, on le voit, on sait exactement ce qu'on a fait, et aussi on a un meilleur contrôle des douleurs post-procédure. Alors, la cryothérapie, voilà comment ça marche. On crée avec une aiguille, on crée du froid. C'est un gaz, c'est l'argon, et qui va faire une espèce de glaçon qu'on voit très très bien au scanner. Vous voyez, ici on avait cette petite lésion. Ici on va avancer l'aiguille. Alors l'aiguille on l'avance bien pour aller bien au-delà, pour essayer de ne pas glacer la plèvre aussi, pas toucher la plèvre. Et ici, on voit la taille de la zone ablatée qui est pas ronde, qui est ovale, et ça nous permet de savoir si on a notre marge de sécurité qui doit être à peu près de 1 cm, 8 mm pour les adénocas. Pour les autres lésions, on peut aller un petit peu moins, 5 mm, mais on essaie toujours d'avoir à peu près de l'ordre d'1 cm. Ça marche aussi, même dans les organes solides, vous voyez, on voit le glaçon, donc on a vraiment une idée de la zone qui est traitée. Voilà. Je vous remercie. Merci, professeur Kovačič. Des questions devant, s'il vous plaît. Alors, juste une question d'organisation. Si j'ai bien compris, ces techniques sont un peu
complémentaire, voire concurrente de la radiothérapie stéréotaxique. Au niveau de l'organisation d'une RCP, on fait comment? Alors, je peux imaginer que si on a un radiothérapeute et pas de radiologue interventionnel, on va faire ça. Si on a l'inverse, mais bon, ces techniques, on va dire qu'elles sont souvent dans des centres spécialisés, donc plutôt près de la radiothérapie. Est-ce que c'est pas un peu concurrent? Et comment on organise ça dans la RCP? Est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques pour le radiothérapeute, plus pour le radiologue? Il y a une chose qu'il faut savoir en France, c'est qu'il n'y a pas de cotation pour les traitements percutanés du cancer. On en aura dans 1 an, donc c'est pas remboursé. Donc, et ça coûte très cher. Donc voilà, pour l'instant, c'est une limite, c'est pour ça que c'est pas fait dans les RCP en libéral. On fait de l'assimilation à d'autres actes, mais on n'a pas le droit de le faire. Donc ça, c'est une limite. Ensuite, je vous ai dit, il y a des lésions. Si quelqu'un a l'habitude de faire la radiofréquence et s'il n'a pas accès à la cryothérapie, il y a beaucoup de lésions qu'il ne pourra pas traiter. Celles qui sont près des vaisseaux, celles qui sont trop près de la plèvre, et celles qui sont, il faut rester largement en dessous de 3 cm. Et là, il y a plus de place pour la radiothérapie. Et ensuite, après, quand il y a de multiples lésions, mais le patient il peut avoir de multiples traitements. C'est décidé comme ça. Et combien tu en fais, toi, par an, par ces procédures? Dans le poumon, je crois qu'on en est on fait 45-50 par an. Mais il y a des patients, on peut traiter en une session sur le même poumon, 3 métastases, etc. Et tout. Et tu les réserves pour l'instant, ces recommandations aux patients qui refusent l'intervention non opérable, c'est ça? C'est les patients non opérables, oui. Uniquement. Professeur, est-ce que, j'ai bien compris, c'est quelque chose qui coûte assez cher quand même? Oui. On peut avoir une idée du prix? C'est la question piège, ça, je ne sais pas. Non, ça coûte... je pense qu'un traitement comme ça, au global, nous on a le coût global, l'hospitalisation, etc. et tout, ça revient facilement dans les 2000 €. L'immunothérapie, c'est entre 80 000 et 100 000 € par an. Donc on n'est pas du tout dans le même... mais après, il y a l'aiguille qui fait 500 €, 1000 €. Si vous mettez 3 aiguilles, vous augmentez par 3 ou 4. L'hospitalisation, l'anesthésie générale, c'est un coût global pour un acte qui n'a pas de GHS non plus. Donc, et ce sera le cas dans 1 an. C'est remboursé. Pour le foie, ça existe. Ça a été accepté pour le rein. Au mois de mars, on aura un remboursement. Et le poumon, on pense qu'on va l'avoir aussi. Mais d'après les images que vous avez montrées, vous avez même des résultats pratiquement curatifs. Oui, parce qu'on s'intéresse qu'à des patients qui sont non opérables et qui ont des petites lésions. On reste dans ces recommandations. Ouais, d'accord. Merci. Avec la cryothérapie, on pense qu'on va pouvoir avoir des lésions plus grosses, traiter des lésions plus importantes. Merci, professeur Kovačič.